Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci de vous joindre à nous dans le cadre de ce webinaire. Nous venons juste de faire entrer la plupart des participants. Nous allons juste patienter quelques instants pour que tout le monde nous rejoigne. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre conférence sur Discutons de la COP 30. Ce serait bien que vous vous présentiez dans la boîte de discussion. Vous nous dites de quel pays ou de quel coin du monde vous vous connectez. Je vais également demander à Axel, est-ce que vous pouvez ajouter le lien vers les présentations dans la boîte de discussion afin que tout le monde puisse y avoir accès, s'il vous plaît. Donnez-moi juste une seconde, merci. Très bien. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à notre séance d'information sur la COP 30. Vous pouvez accéder au service d'interprétation dans le cadre de cet appel. Vous pouvez juste utiliser le bouton avec trois points qui dit plus et vous allez trouver l'icône du globe et vous allez choisir la langue qui vous convient. Merci à nos interprètes pour le travail excellent qu'ils réalisent. Nous enregistrons cet appel, que ce soit sur fichier vidéo ou audio, en anglais, en français. Nous aurons également les enregistrements en portugais, en espagnol, en français et en bassa indonésien. Donc, toutes ces ressources vous seront mises à votre disposition, y compris les diapositives qui seront présentées dans le cadre de cet appel. C'est la première séance d'information de l'année 2025 en ce qui concerne l'équipe Groundwork. Je crois que nous avons suffisamment de participants à présent. Donc, je vais commencer par me présenter et ainsi que mon équipe et nous allons donc démarrer ce webinaire. Je m'appelle Philippa Bailey. Je suis scientifique communicatrice et je suis experte en dialogue, conversation, et il faut que je vous rappelle que je veux construire des ponts entre plusieurs groupes et communautés dans le cadre du changement, de la modification du discours sur le changement climatique. Nous menons des webinaires depuis la COP 28, donc ça, c'est notre deuxième année pleine d'activité. Mes collègues sur ce projet sont Paula Alvarado, Lina Salas, et je vais leur donner l'occasion de se présenter et je crois qu'elles vont dans la boîte de dialogue mettre certaines ressources qui seront intéressantes pour vous. Paola, est-ce que tu peux te présenter? Merci Philippa, bonjour, bon après-midi. Comme Philippa l'a dit, je m'appelle Paula Alvarado. Je travaille dans le cadre de ce projet depuis 3 ans, depuis la COP 28. Je travaille avec Philippa et Lina et nous travaillons dans le cadre de l'élaboration de cette note d'orientation pour apporter du soutien aux leaders, aux équipes, aux alliés, et mettre à la disposition les outils nécessaires au dialogue. Donc, je travaille en tant que consultante indépendante. Je travaille depuis 20 ans dans ce domaine de la communication. Donc, nous souhaitons plein succès dans les travaux d'aujourd'hui. Lina, à vous la parole. Bonjour tout le monde, je suis très ravi de vous voir aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, où que vous vous trouviez. Je m'appelle Nila Salas.
Je suis né en Colombie. Je travaille avec cette équipe depuis 2 ans et je suis très ravi d'être ici. Toute question ou toute remarque que vous aurez, j'y répondrai dans la boîte de dialogue. Merci. Nous sommes également ravi de présenter Karina Melo, qui travaille en tant que coordinatrice internationale à PIB au Brésil. Karina, bonjour, bonjour tout le monde. Comme Philippe a l'heure dit, je suis coordinatrice des affaires internationales auprès d'APIB, Articulation des peuples autochtones du Brésil. Donc, je travaille avec l'agence, l'Alliance mondiale pour les communautés territoriales. Nous travaillons avec les leaders, les équipes et les alliés à la préparation de la COP 30. Merci infiniment, Karina. Axel, est-ce que on peut commencer à dérouler les diapos? Donc, une de plus. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, en ce qui concerne cette séance d'information, c'est une collaboration entre International Climate Politics Hub, euh, Climate, Nature, CLUE, Seeds for Change, Tinta. Donc, nous travaillons ensemble pour mettre sur pied des, des notes d'orientation écrites et virtuelles à l'intention des organisations de PACL. Nous travaillons Nous utilisons les derniers développements ou les renseignements en matière de politique et nous les harmonisons avec les priorités euh, des PACL et nous leur proposons différentes versions, différents formats. Nous avons les webinaires et des documents écrits également. Et si vous avez besoin d'un soutien adapté à votre région, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Nous allons vous apporter notre aide. Nous sommes une petite équipe, mais nous pouvons répondre aux besoins de plusieurs personnes. Donc maintenant, juste le déroulé du programme, nous avons l'introduction. Maintenant, nous allons parler de la COP. C'est quoi la COP? Nous allons rentrer dans les négociations. Quels sont les liens avec les priorités des peuples autochtones? Karina va présenter les attentes en ce qui concerne la COP 30, certaines des priorités, les questions qui seront soulevées. Dans le cadre de ce travail, nous allons parler de la mobilisation autochtone de manière un peu plus large et nous aurons une séance de questions et réponses jusqu'à la fin du webinaire. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est fou. Nous pouvons parler de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Qu'est-ce qui se passe lors des négociations? Comment les négociations se déroulent? Et quel est le lien entre tout? Et il est important de pouvoir comprendre pour pouvoir mener et prendre des décisions. Maintenant, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention sur la biodiversité découle des conventions de Rio de 1992. Et les parties à la Convention au changement climatique, c'est des pays. Donc, tout est négocié entre les pays. Juste 3 pays du monde ne font pas partie de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, au rang desquels l'Iran, la Libye et le Yémen. Comme vous le voyez, les États-Unis également veulent se retirer de la Convention et cela est prévu et entrera en vigueur en janvier 2026, mais en ce qui les concerne, ils se sont retirés à l'heure actuelle. Cette année est importante, notamment parce qu'elle marque le 10e anniversaire de l'accord de Paris. Les pays ont décidé de maintenir l'augmentation de température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius. Et en effet, généralement, c'est 1,5 degré en raison de la science. Comme nous le savons, il y a plusieurs impacts un peu plus dangereux en ce qui concerne la température si elle va au-delà de 1,5 degré Celsius. Les négociations visent à atteindre cet objectif, cette cible. Donc maintenant,
il y a plusieurs accords qui ont été signés. Maintenant, il faudrait passer à la mise en œuvre. Maintenant, les COP, c'est une rencontre au cours de laquelle toutes les parties négocient et discutent. C'est une réunion annuelle. Maintenant, si on passe en revue ce qui s'est passé lors de la COP 28 ou de la COP 29, lors de la COP 28, elle s'est tenue à Dubaï. Vous voyez, le président de la COP et les éléments clés étaient, c'était la première réunion qui visait le premier bilan mondial. C'est le processus au cours desquels les, les, les pays évaluent le niveau d'avancement vers l'atteinte des objectifs. Et c'est sans surprise que nous avons réalisé que non. C'est vrai qu'on a apporté des modifications considérables et c'est vrai que la température s'améliore également, mais ce n'est pas encore suffisant en ce qui concerne les objectifs et les cibles fixées. Mais après ce processus d'évaluation et d'établissement d'un bilan, la présidence de Dubaï a fait des propositions qui ont été acceptées par tous les pays, notamment l'accord sur l'élimination progressive des combustibles fossiles, parce que c'était la première fois que les combustibles fossiles, en tant que cause l'une des causes du changement climatique, c'est la première fois qu'on les mentionnait dans des négociations. Il y a également le triplement de la production des énergies renouvelables et doubler l'efficacité énergétique. Donc, voilà les, les résultats ou les conclusions importantes de la COP 28 et la COP 29 qui s'est tenue à Azerbaïdjan. C'était le premier accord sur un engagement financier qui devrait commencer en... Les négociations étaient très difficiles et c'est jusqu'à la dernière assemblée de la COP. Et donc, il y a eu un engagement financier de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Mais le but, c'est de faire augmenter cela de deux, trois fois pour, pour pouvoir atteindre 1300 milliards de dollars par an. Donc, vous connaissez le thème, la feuille de route de Bakou à Belém. Donc, c'est la discussion sur la façon dont on peut faire augmenter ce montant pour atteindre 1300 milliards. Donc, maintenant, pour les peuples autochtones et les communautés locales et les populations d'ascendance africaine, c'était vraiment c'était frustrant. Il n'y avait pas vraiment, le financement était inadéquat quand on le compare à la hauteur des besoins et le financement n'était pas direct. Oh, c'était toujours des formes de prêts qui peuvent augmenter l'endettement et le financement n'était pas acheminé directement aux communautés, mais il y a tellement d'intermédiaires, ce qui fait que le montant qui va atteindre les territoires ne sera pas celui-là, alors que les communautés en ont besoin. Il y a également eu des préoccupations en ce qui concerne le rétropédalage sur les questions liées aux combustibles fossiles. Donc, et il y a également une absence d'approche fondée sur les droits qui est tellement fondamentale pour les PACL, notamment pour mettre leurs droits au centre des négociations. Donc ça n'a pas été l'approche vraiment dans le processus de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc, je crois que c'est vraiment des heures très difficiles pour les peuples autochtones. Maintenant, nous passons, cette année, nous allons à la COP 30 à Belém, à Pará, dans la partie septentrionale du Brésil, du 10 au 21 novembre. Donc, c'est un processus sur 2 semaines. C'est un peu plus court parce que, il y aura un sommet des chefs d'État du monde, les présidents, les premiers ministres. Ce sera avant la COP, donc 3 jours avant la COP. Et Belém est considéré comme la passerelle vers la région du bas Amazon, dans la partie septentrionale de l'Amazon. Vous pouvez voir sur la carte. Donc, c'est une petite ville. Donc, c'est un très grand événement qui sera abrité par Belém. Mais pour le Brésil, étant donné que
le président a assuré la présidence, le Brésil a assuré la présidence du G20 et il joue un rôle important dans la diplomatie. Cela est pertinent avec le fait que les États-Unis veulent se retirer des accords internationaux. Bon, maintenant, à quoi va ressembler la COP? Quels sont les éléments qu'on appelle les zones bleues et les zones vertes? Donc, à Belém, ce sera dans un ancien aéroport. Donc, c'est pour que vous voyez un peu. Donc, tout se déroulera dans un ancien aéroport qui sera configuré pour les besoins de la conférence et par la suite, il sera transformé en un nouveau parc en guise d'héritage de la COP 30. Donc, c'est un site, la zone verte, c'est un site public où on aura des estrades, des débats, mais pas des négociations. Et maintenant, dans la zone bleue, est-ce qu'on peut cliquer? Ce sera une seule personne, ce sera seulement les personnes qui auront l'accréditation. Donc, vous devez être lié à un pays ou à une organisation pour pouvoir participer et entrer dans la zone bleue. Donc, il y aura environ 30 à 50 000 personnes disposant d'une accréditation, dont juste 1000 peuples autochtones, 1000 personnes autochtones. Donc, ça, cela représente 2%, ce qui concerne la participation des peuples autochtones dans la zone bleue. Donc, et cela se compare à 300 à 400, à 3000 à 5000 délégués autochtones. Donc, plusieurs personnes qui viendront seront dans la zone bleue. Donc, l'ensemble de la population autochtone peut se situer entre 3000 et 5000 personnes. Donc, ce sera vraiment très important. Ce sera un nombre important pour pouvoir avoir l'impact recherché. Donc, ce que nous voulons analyser ici, comment pouvons-nous faire en sorte que ces 2% de délégués exercent un impact significatif et, et puissent vraiment inviter les personnes en dehors de la zone bleue pour pouvoir amplifier cet impact? Donc, je me demande si j'ai essayé de faire ce petit graphique. Est-ce qu'on peut cliquer plusieurs autres fois? Donc, je réfléchis à cela comme les couches d'un oignon. Au centre, c'est un petit nombre de personnes impliquées. Il y a les négociations. Après, on a d'autres couches autour et on se rapproche davantage. On sort vers le public. Donc, la zone extérieure, on verra le grand public, les médias, les conversations, les médias. Donc, voilà, sur la partie bleue. Ça, c'est la partie un peu plus externe. Euh, Maintenant, la visibilité rétrécit à mesure qu'on entre vers la case des négociations. Parce que ce n'est pas facile pour des personnes ordinaires de voir ce qui se passe dans le cadre de ces négociations. Donc, donc, on peut garder cela à l'esprit et puis on reviendra là-dessus plus tard, peut-être pour analyser. Maintenant, rentrons maintenant dans les négociations. Les négociations, comment est-ce qu'elles fonctionnent en faveur des peuples autochtones? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas juste une table de négociation parce que la- le processus de la Convention cadre des Nations des Unies pour le changement climatique comporte tellement de questions, notamment l'atténuation, l'adaptation, les pertes et les dégâts, le marché du carbone, l'alimentation et la nature. Donc, si on doit vraiment accorder de l'attention aux négociations, il faut juste choisir un seul processus et essayer de le suivre parce que il y a un agenda vraiment serré et tellement d'événements parallèles qui sont en cours. Donc, c'est difficile parfois de suivre, de les suivre de façon simultanée. Et toute négociation avance en fonction du consensus. Donc, tout le monde doit parvenir à un consensus. Et c'est pour ça que le processus peut être lent et parfois très difficile. Donc, quand vous pouvez avoir 197 avocats qui essayent de s'accorder, qui viennent de pays avec des perspectives différentes, des formes de gouvernement différentes, des industries différentes. Donc, ce que les pays généralement forment des groupes de négociation
Ça leur permet de faire un plaidoyer un peu plus dynamique et plus efficace pour parvenir à leurs besoins. Par exemple, les associations des petits États insulaires, bon, cela peut représenter plusieurs de ces petits États et leur voix peut être plus forte à travers ce groupe. Donc, il y a beaucoup de frustration avec ce processus, que ce soit dans le processus, parce qu'il y a plusieurs pays. Vous imaginez les pays. Il y a, il y a des pays qui utilisent beaucoup plus les combustibles fossiles et qui font souvent régresser la conversation en ce qui concerne l'élimination des combustibles fossiles. Donc, il y a des frustrations également à l'extérieur du processus et plusieurs propositions de réforme sont parfois battues en brèche. Donc, et parfois, lorsque le processus est plus élargi, c'est difficile de le mettre en œuvre. Et parfois, on n'assure pas le suivi entre les différentes questions. Par exemple, les liens entre le climat et la nature. Je pense que de la perspective des peuples autochtones, c'est un lien important. Et parfois, ils sont séparés, ces intérêts sont séparés dans le cadre de ces processus. Maintenant, en ce qui concerne le multilatéralisme et l'hésitation des pays à travailler avec les autres, par exemple, on a les États-Unis qui se retirent de ces accords et les connaissances autochtones ont tellement à apporter dans ces processus. Comment est-ce que on peut avoir des discussions et des conversations efficaces et productives? Et ce serait bien de voir leur influence, leur impact. Les négociations également sont en cours au cours de l'année. La COP, c'est un grand moment, mais au cours de l'année, il y a plusieurs petits événements. Par exemple, il y aura les intercessions de Beaune très bientôt. Donc, il y a plusieurs négociations qui se passent également entre les COP. Maintenant, on avance. Quel est le statut des peuples autochtones dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique? Il y a plusieurs groupes qui ont un statut d'observateur dans le cadre de ce processus. Il y a plusieurs groupes qui comprennent euh, les hommes d'affaires, les ONG environnementales. Et ces groupes peuvent être efficaces quand ils travaillent ensemble. Mais ils observent simplement les observations et formulent des commentaires dans le cadre des négociations. Donc, ils ont vraiment besoin de s'appuyer sur certains pays afin que leur point de vue soit mis en lumière et pris en compte dans le cadre des négociations. Maintenant, en ce qui concerne les organisations autochtones, il y a les caucus, il y a par exemple le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques, le FIPAC. Ils organisent des réunions tous les jours pour les peuples autochtones dans la zone bleue afin d'analyser les thématiques qui sont mises sur la table et apporter leurs contributions. Et tout récemment, il y a également un caucus mondial de la jeunesse autochtone pour pouvoir amplifier la voix de la jeunesse autochtone dans le cadre de ces groupes-là. Il y a d'autres groupes que je voudrais mettre en exergue ici, comme des mécanismes clés dans le processus que je voudrais mettre en lumière. Il y a la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones qui permet de rassembler les peuples autochtones avec les pays qui viennent des pays et les parties qui proviennent des régions socio-culturelles. Il y a un échange de connaissances, le renforcement de capacités et la collaboration avec la CCNUCC. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir ce partage de connaissances. Il y a également tous les ans une réunion annuelle pré-COP. Donc, si vous voulez participer dans le cadre de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, vous devez vous enregistrer et vous pouvez participer avant que les discussions officielles ne se déroulent. Donc, j'ai parlé des peuples autochtones, des organisations autochtones qui sont des observateurs, qui ont statut d'observateur. La question
comment est-ce que les peuples autochtones peuvent influencer ce qui se passe à la COP? Je dois le dire, il y a une exclusion structurelle dans la façon dont les peuples autochtones peuvent participer parce que c'est un processus conduit par les pays et cela dépend de la relation entre les peuples autochtones et leurs États. Mais en dépit des difficultés, il y a eu un effort important pour pouvoir relever le profil des peuples autochtones. Et la COP30 est vraiment une opportunité importante, spéciale pour amplifier et accentuer ce travail qui a été effectué. Donc, il y a par exemple la discussion avec les partis avant la COP. Nous savons que les pays, les nations discutent avec les délégations autochtones. Il y a les représentants autochtones au sein des délégations, même des pays qui vont participer à la COP. Il y a également plusieurs groupes de travail actifs au sein des caucus qui examinent les questions liées à la finance, au marché du carbone, à l'adaptation, aux pertes et dommages, et ils formulent des documents de politique ou alors documents exposant la position. Il y a également les commentaires en tant qu'observateur. Il y a également les événements avec la présidence pour pouvoir mettre en lumière les priorités des peuples autochtones. Donc, cette photo de la droite ici, elle découle de la réunion à Azerbaïdjan. On voit les connaissances traditionnelles avec les leaders autochtones. Il y a également la possibilité pour les peuples autochtones, les représentants, de parler lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Je crois que il y a des contributions qui sont formulées. Il y a quelque chose de nouveau et qui est très important, c'est que les peuples autochtones de l'Amazone, des 9 pays de l'Amazonie, se sont rencontrés à Brasilia, au Brésil, pour une pré-COP autochtone. Et ils ont pu articuler leurs demandes et leurs priorités euh, qu'ils mettront en lumière lors de la COP. Et vous allez trouver le lien dans la diapo. Donc, Donc ça fait partie des négociations en cours, les sujets qui seront abordés cette année. Il y a également les résultats du bilan mondial dont j'ai parlé, l'élimination progressive des combustibles fossiles, le triplement des énergies renouvelables, le doublement de l'efficacité énergétique et comment réaliser cela de manière effective. Il y a également la, la transition juste. Comment aider les pays et les économies à assurer la transition des combustibles fossiles à d'autres sources alternatives d'énergie? Et la transition juste, c'est vraiment une thématique très importante pour les peuples autochtones et les communautés locales parce qu'il y a des indications pour l'utilisation des forêts, l'extraction des ressources minérales de transition, les ressources, les batteries, tout ce qui contribue à l'électrification. Donc, toutes ces ressources se retrouvent généralement sur les territoires autochtones. Il y a également le lien dans la présentation, notamment la déclaration des peuples autochtones sur la transition juste à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue la semaine dernière. Un autre élément dans les négociations, c'est la feuille de route de Bakou à Belém en ce qui concerne le financement climatique qui devrait passer de 300 milliards à 1 300 milliards de dollars. Ce financement sera alloué à l'adaptation, l'atténuation et aux dommages et pertes. Bien. Et une chose qui est également importante, c'est les buts objectifs en matière d'adaptation. Comment est-ce que nos communautés vont pouvoir gérer l'augmentation de la température? Cette année également, c'est le délai de soumission des contributions déterminées au niveau national. Comment est-ce que les pays vont réduire leurs émissions de carbone pour pouvoir être en lien ou alors sur sur l'exigence de réduction des émissions ou de la température à 1 degré Celsius.
Donc, les pays doivent pouvoir soumettre, et ça, c'est un domaine important. Et les peuples autochtones peuvent discuter avec les gouvernements nationaux pour se rassurer que leurs points de vue et leurs priorités sont prises en compte dans les contributions déterminées au niveau national. Désolé, j'ai tellement parlé depuis. Peut-être que vous voulez peut-être passer une pause. Nous allons aller un peu au-delà des négociations parce que la plupart des questions clés qui ont une importance pour les peuples autochtones, les communautés locales et les peuples afro-descendants, c'est pas juste les négociations, mais au-delà des négociations également. Donc maintenant, il, il y a le plan d'action. Le plan d'action, il ne s'agit pas juste des pays, des partis. Il faut inclure les entreprises, les institutions philanthropiques et la société civile. Donc, il n'y a- cela ne nécessite pas un consensus pour pouvoir faire progresser le dossier. Donc, cela rend cela un peu plus ambitieux. Donc, les personnes qui sont d'accord peuvent signer. Donc, il y a des déclarations que vous allez voir découlent du plan d'action ou du programme d'action. Donc, on les appelle les champions climatiques et le Brésil en a trois. Il y a Sinewa Wapichana, c'est le champion autochtone du Brésil. Il y a Marcele Oliveira, champion de la jeunesse. Elle est ici avec le président Lula. Il y a Dan Yosh qui fait partie de l'industrie automobile, donc qui les ramène au niveau du processus du G20. Il y a également le champion de l'année dernière à Azerbaïdjan, et Rosanna Mubarak, qui était euh, une championne des Émirats arabes unis. Elle a vraiment soutenu les droits des peuples autochtones et elle a mis sur pied la recherche sur la contribution des connaissances autochtones en ce qui concerne l'action climatique et c'est toujours en cours. Donc, ça, ce sera un travail qui exprime l'importance des peuples autochtones en ce qui concerne l'action climatique. Une autre problématique qui est assez forte, pas seulement dans les négociations, mais autour des négociations aussi, c'est l'appel pour la sécurité foncière et le lien avec le financement direct. Ça veut dire financer directement les organisations des peuples autochtones et ne pas passer à travers des ONG internationales ou des gouvernements, mais donner le pouvoir à ces organisations pour qu'ils puissent dépenser l'argent d'une façon qui a du sens dans leur territoire. Et c'est vraiment l'agenda qui est monté en dehors des négociations dans les dernières années. Et donc, deux des façons dont nous voyons que ça peut avoir lieu, si on passe à la prochaine diapo, on a ce qu'on appelle le pledge de la tenure foncière. Donc, il y a eu cette promesse à la COP 26 à Glasgow de 1,7 milliard de dollars qui a été promise par les gouvernements et les philanthropes combinés pour obtenir le foncier pour les peuples autochtones et les communautés locales. Et donc, ça a été enfin, plus ou moins mis en œuvre depuis 2024, en 2024. Et ça soutient donc les organisations de peuples autochtones, d'afro-descendants et communautés locales. Mais l'espoir, c'est qu'à la COP 30, il y aura un engagement pour une promesse nouvelle et plus grande pour la sécurité foncière, mais c'est encore incertain, car il y a certains gouvernements qui sont excités de contribuer à cela, mais d'autres euh, sont un peu plus hésitants. Et c'est la même chose avec les financeurs de philanthropes aussi. Donc, il faut un peu attendre et voir ce qui va se passer. Et donc, c'est intéressant ce qui s'est passé avec la première promesse. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à cette expérience et comment canaliser l'argent directement vers les communautés. Le deuxième élément que je voulais mentionner, Axel, si vous pouvez passer à la prochaine diapo, c'est le Tropical Forest Forever Facility, TFFF.
proposé par le gouvernement brésilien et il va être lancé à la COP30. Et donc, l'idée de la TFFF, c'est que c'est un mécanisme financier pour protéger les forêts intactes. Donc, ce n'est pas une histoire de restaurer les forêts ou, ou changer l'usage des terres. Là, il est question vraiment de préserver les forêts qui sont toujours intactes. Et donc, l'idée serait que les gouvernements et le secteur privé fassent des investissements et qu'ensuite, une certaine partie de cet argent qui est fait, qui découle de l'intérêt de ces investissements est rendu aux peuples autochtones et aux communautés locales. Et donc, l'idée serait que ça représenterait à peu près 20% du revenu sur l'investissement. Donc, les groupes autochtones ont été engagés dans ce processus par rapport à des réflexions sur comment ça pourrait fonctionner pour eux, y compris l'Alliance globale qui a fait partie du processus de TFFF. Et vous pouvez lire leur déclaration pour avoir une idée de leur pensée sur ce sujet. Donc, bien sûr, ça sera en lien avec les deux de la présentation. En dehors donc du processus formel, il y a toujours un pavillon pour les peuples autochtones. Sur la photo de gauche, on voit la photo en Azerbaïdjan. Ce n'était pas vraiment un endroit très coloré, mais normalement, ça devrait l'être. Un endroit magique où les gens peuvent se rencontrer et parler de leurs expériences dans leur territoire, dans leur communauté, les actions qu'ils prennent et les résultats qu'ils ont obtenus. Et il y a aussi beaucoup d'événements parallèles menés par les autochtones. Par exemple, là, sur la photo à droite, on voit que c'est un événement organisé par l'Alliance globale sur le financement direct. Donc, c'est vraiment des espaces importants pour sensibiliser les gens sur les priorités des peuples autochtones. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé. Merci de m'avoir écouté. Et on va juste prendre une petite pause pour réfléchir un petit peu pour voir comment est-ce que tout cela est connecté. Et j'adorerais écouter vos pensées, vos réflexions dans le chat, vos questions aussi, si vous en avez pour nous ou entre vous. Encore une fois, si on peut passer à la prochaine diapo, au cas où ça peut aider pour stimuler la réflexion. Voilà l'oignon à nouveau. Maintenant qu'on a entendu parler des négociations, on a l'agenda d'action, on a les événements parallèles, on a la zone verte, les mobilisations. Donc ça, c'est les démonstrations les manifestations qui peuvent avoir lieu à la fois dans la zone bleue et la zone verte ou en dehors, bien sûr. Et on a ensuite, bien sûr, les conversations et les campagnes publiques, médiatiques. Donc, ça serait génial si les gens pouvaient réfléchir à quels seraient les espaces dans lesquels je voudrais avoir un impact, par exemple. Comment je peux me connecter à ces espaces et entre ces espaces pour que nous soyons tous des ponts pour aider l'information et la solidarité à se déplacer d'une couche de l'oignon à l'autre. Voilà, donc prenons peut-être quelques minutes. Si vous avez des pensées, des idées, ou si vous prévoyez des événements à la COP30 et que vous voulez les partager avec d'autres personnes, ce serait un excellent moment de le mettre dans le chat pour que d'autres puissent être au courant de ce que vous êtes en train de faire. Je vois dans le chat que tout le monde dans l'appel aujourd'hui aura accès à la présentation et vous aurez accès, vous avez même accès maintenant tout de suite à la présentation. Paola vient de partager le lien. Donc là, vous avez la présentation en anglais, en espagnol, en portugais, en français, en bahasa aussi. Et donc, n'hésitez pas à télécharger les présentations, les partager, les utiliser comme vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à nous dire aussi si vous remarquez des erreurs. Donc, si vous avez des événements que vous savez qui auront lieu à la COP30, que vous voulez partager avec d'autres, si vous avez des questions, si vous avez des idées par rapport à où vous pensez, où vous voulez être sur l'oignon. Alors, je vois quelqu'un a posé une question sur comment les délégués autochtones peuvent avoir accès à la zone bleue sans accréditation. Alors, malheureusement, ça ne sera pas possible sans avoir les badges, les permissions. Et je sais que Karina en parlera un peu plus
mais le gouvernement brésilien essaye de négocier. Enfin, les peuples autochtones sont en train de négocier avec le président du Brésil pour avoir 500 délégués autochtones brésiliens dans la zone bleue et encore 500 délégués autochtones d'autres pays du monde. Et peut-être que des délégués autochtones qui voudront participer devront faire partie de leur délégation du pays pour pouvoir rentrer à la zone bleue. Mais personne qui n'a pas, malheureusement, les gens qui n'auront pas d'accréditation ne pourront pas rentrer dans cette zone. C'est assez strict et ça devient un territoire de Nations Unies pendant le déroulé de la COP. La zone verte, bien sûr, par contre, n'a pas besoin d'accréditation, de badge. Donc, ouvert aux membres du public, n'importe qui peut y avoir accès, c'est gratuit. Vous obtenez un ticket pour la journée et voilà, c'est ouvert à tous. Et bien sûr, Karina, on va peut-être en parler d'ailleurs, mais il y aura une COP autochtone en cours en même temps que la COP officielle des Nations Unies. Donc, les gens pourront participer à celle-là aussi. Donc, il y aura beaucoup d'activités en dehors des zones bleues et vertes dont j'ai parlé, euh, auxquelles les gens pourront participer. J'ai vu la question de Wendy par rapport aux dates limites. Alors, je suis désolé, je n'ai pas les dates en main par rapport aux événements parallèles, mais on en parlera bientôt et souvent la fenêtre sera assez courte. Donc, si j'étais vous, je regarderais sur le site de l'UN triple C ou sur le site COP30 du Brésil. Alors, merci, on a la réponse le 30 juin. Voilà. Mais c'est important d'avoir un peu de réseau d'organisation, d'avoir des partenaires avec qui vous voulez présenter et que pour au moins une de ces organisations ait de l'accréditation ou l'expérience d'avoir fait ce genre de choses à la COP. Génial. Alors, je pense qu'on devrait passer à la prochaine présentation, celle de Karina, qui va donner un peu plus de détails par rapport à la perspective brésilienne autochtone. Donc, merci beaucoup, Karina. Allez-y. Merci, Philippa. Alors, je vais partager mon écran. Je crois que Axel doit arrêter de partager d'abord. Ouais, alors, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Donc, bonjour à tous encore. Donc, sur la base de tout ce que Philippa a partagé, je vais présenter comment les conversations au niveau global, les stratégies peuvent être utiles pour à la perspective nationale pour la protection des peuples autochtones. Donc, je vais commencer avec la stratégie de plaidoyer d'appui pour la COP30. Ensuite, notre campagne globale The Answer is Us. Je vais parler aussi de plus d'informations sur par rapport à ce que Philippe a partagé sur la participation autochtone à la COP30, y compris le sommet des peuples, la COP autochtone et le pavillon autochtone dans la zone bleue. Et on a aussi des nouveaux corps de gouvernance pour les peuples autochtones à la COP30, comme le Cercle des peuples à la présidence COP30 et la Commission autochtone internationale pour la COP30. Et on a aussi l'annexe. Je ne pense pas que je vais le présenter pour des questions de temps, mais tout le monde aura accès à la présentation si vous voulez vérifier, par exemple, dans les niveaux fédéral du Brésil ou au niveau étatique, vous pouvez avoir accès aux parties prenantes. Donc, la demande principale à la COP30 de APIB, on a bien sûr une liste de demandes en lien avec la mitigation, l'adaptation, la finance climatique. Mais notre demande principale que les leaders ont décidé, c'est que la COP30 doit laisser léguer quelque chose de concret sur la démarcation foncière et la protection des terres. Donc COP30 en elle-même, c'est un événement qui dure 2 semaines et nous avons une mobilisation énorme de tout le monde depuis longtemps, spécifiquement pour cet événement. Et donc ce que les événements ont dit, les leaders ont dit,
qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va être légué après la COP 30? Quelle sera la mesure de notre succès d'une perspective brésilienne? Ça sera si la COP 30 pourra euh, nous donner un résultat, nous léguer quelque chose de concret sur la démarcation foncière et la protection des terres. Et c'est pas juste par rapport aux annonces politiques et aux engagements, mais c'est aussi par rapport à de l'implémentation concrète pour la démarcation des terres et la protection des territoires autochtones. Ici, alors il y a beaucoup d'infos dans cette diapo, mais on a un peu plus de détails par rapport à notre stratégie combinée pour s'assurer que nous ayons ces résultats par rapport à la démarcation des terres. Donc, je vais peut-être passer à la prochaine diapo parce que dans la précédente, il y avait beaucoup de texte, mais il y a une plateforme qui s'appelle le FCLP, qui est une plateforme de pays que des États qui a été lancée à la COP26 à Glasgow. Et cette plateforme a été créée pour, pour les engagements de zéro déforestation en 2030 et d'autres engagements politiques. Et maintenant, à travers l'Alliance globale des communautés territoriales, nous sommes engagés avec les pays FCLP et autres pour avoir une annonce, première annonce globale de sécurité foncière, d'une promesse de sécurité foncière à la COP 30 avec des objectifs spécifiques pour reconnaître les territoires en termes d'hectares pour chaque pays. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faut qu'il ait lieu. Ça sera la première fois que les pays auront fait ce genre d'engagement à haut niveau pour reconnaître l'importance des terres des peuples autochtones et des communautés locales pour dans le cadre de l'agenda climatique. Donc, encore une fois, c'est une promesse globale, mais nous espérons avoir une promesse spécifique pour le Brésil aussi. Et au Paraná, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour l'inclusion de ce qu'on appelle des NDC autochtones, qui apportent plusieurs propositions d'ateliers qu'on a eu avec les leaders autochtones par rapport à l'adaptation et la mitigation. Et une demande spécifique qu'on veut vraiment inclure dans le NDC brésilien, c'est la reconnaissance de l'État de, de la démarcation des terres comme une politique de mitigation du climat. Et pourquoi? Car le Brésil reconnaît déjà les droits des peuples autochtones à la terre, au foncier et à la démarcation, mais cependant, à cause du contexte politique actuel au Brésil, notre congrès est dominé par l'agro-business. Et donc actuellement, il y a beaucoup de délais dans les propositions par rapport aux amendements constitutionnels sur les droits fonciers, par exemple. Donc cette idée de reconnaître la démarcation comme une politique de mitigation du climat et de vraiment renforcer ce qui est déjà reconnu comme un droit au Brésil, mais aussi par rapport à l'agenda climatique qui est en train de grandir et de gagner en importance et de comprendre l'importance de la démarcation du foncier et le rôle qu'il joue dans la lutte contre le réchauffement climatique, car la déforestation au Brésil, c'est par exemple 70% de nos émissions de CO2 au Brésil. Et les zones autochtones sont celles qui sont les moins déforestées. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette reconnaissance officielle de la démarcation comme une politique de mitigation du climat dans notre NDC. Nous avons aussi au Brésil le plan climatique national qui est divisé entre l'adaptation, le plan d'adaptation et le plan de mitigation. Et l'idée, c'est d'avoir un cible spécifique de démarcation et, et un timeline de mise en œuvre qui est détaillé dans ce plan climatique. Et comme l'a dit Philippa, nous avons aussi ces deux autres initiatives, la TFF et aussi la promesse financière qui est avancée par la FTFG, le groupe de financiers du foncier constitué de gouvernements et de philanthropes, pour avoir au moins 1,7 milliard de dollars de promesses à la COP 30. Et le TFF espère lever 125 milliards de dollars. Donc, à travers l'Alliance globale, nous travaillons pour avoir minimum, dans le dernier congrès de Brazzaville, on aimerait avoir un minimum de 40%, mais à l'heure actuelle, dans ces initiatives,
dans le TFF, on va avoir minimum 20% d'allocation de financement direct de ces 125 milliards de dollars aux peuples autochtones et aux communautés locales et aux organisations de communautés locales directement. Mais au-delà du financement direct qui est très important pour assurer l'autonomie et aussi reconnaître le rôle majeur des peuples autochtones et des communautés locales pour la lutte contre le réchauffement climatique, spécialement pour le TFF, 80% des fonds levés vont être dirigés vers des États et notre but, c'est que au moins un pourcentage de ce montant est dirigé vers la démarcation des terres et la protection des terres et des politiques foncières au Brésil. Donc, pour canaliser ces fonds, nous proposons un nouveau PEPETAL. Alors, c'était un programme de protection foncier pour la région amazonienne qui a été créé à peu près une vingtaine d'années dans le contexte de ECO 92. Et ce programme a été une expérimentation très intéressante. Elle avait une gouvernance en trois parties entre le gouvernement au Brésil, la coopération internationale et aussi des organisations autochtones. Et c'était le programme le plus efficace que nous avons eu au Brésil depuis toujours par rapport à la démarcation des terres autochtones qui a canalisé des ressources depuis la coopération internationale. Donc, en termes de plaidoyer, c'est comme ça qu'on regarde notre stratégie par rapport au plaidoyer. Donc, il faut qu'on ait une annonce politique, c'est très important pour euh, annoncer le discours et avoir la pression politique et aussi pour mettre en œuvre ces annonces. C'est important qu'on ait la démarcation qui soit mise en avant. Pour soutenir ce travail, nous avons des corps de gouvernance autochtones. Donc, on a les plateformes UNFFCC pour les peuples autochtones et les communautés locales. On a le caucus autochtone aussi, mais on a une nouvelle proposition qui est la Commission autochtone internationale, dont je vais parler un peu plus plus tard. Et aussi, on a l'envoyé spécial autochtone qui aide à augmenter nos espaces de dialogue avec les parties prenantes clés, les preneurs de décision, pas seulement au sein du gouvernement brésilien, mais aussi dans le UNFCCC pour renforcer tous ces liens. Et ensuite, par rapport à la sensibilisation un peu plus au sens large dans la société civile, pour soutenir le mouvement autochtone, nous avons notre campagne globale The Answer is Us pour apporter de la visibilité à nos demandes, pas seulement par rapport aux démarcations, mais aussi voilà, je vais présenter la campagne maintenant. Donc, The Answer is Us, la réponse c'est nous. C'est une campagne qui a été créée par le mouvement autochtone brésilien, mais c'est pas seulement pour le mouvement autochtone brésilien, c'est notre proposition et notre invitation aussi pour toutes les organisations qui s'identifient avec les messages clés de la campagne pour qu'ils puissent participer à cette initiative. Comme je l'ai dit, cette campagne est une campagne mondiale de sensibilisation à la COP30, vraiment focalisée sur la communication. Et l'idée, c'est d'apporter de la visibilité à nos demandes clés et communes en matière de climat. Et comme je l'ai dit, elle est née du mouvement autochtone brésilien, mais n'est pas limitée au peuple autochtone et pas seulement à la région, et ni seulement à la région brésilienne. Nous voulons vraiment que cette campagne soit globale, qui englobe tous les peuples et mouvements sociaux. L'idée de cette campagne, c'est d'avoir des messages clés globaux, mais à un niveau vraiment local, pas seulement nationaux, mais au niveau territorial. Les demandes, même si elles sont assez générales dans la campagne, elles représentent des luttes locales, des objectifs locaux de nos communautés. Et quelles sont nos réponses à la crise climatique et aux défis auxquels nous faisons face? Et donc voilà, dans les prochaines diapos, je vais présenter les 5 messages clés de notre campagne. Donc le premier, c'est que les droits fonciers sont égaux à l'action climatique. Euh, les droits fonciers n'ont jamais été au centre des négociations climatiques,
malgré le fait que de leur énorme contribution, euh, d'énormes contributions des territoires autochtones pour lutter contre la crise climatique. Donc, nous espérons que dans la COP 30, ce sera un tournant à ce sujet, pas seulement en termes de négociation, mais aussi spécifiquement dans l'agenda climatique pour que les droits fonciers soient au centre de ces négociations et discussions climatiques. Deuxièmement, la déforestation à un niveau zéro. Zéro déforestation. Ça veut dire, ça peut être traduit en plein de différentes initiatives dans différentes régions et plein de différentes propositions pour les gouvernements, comme la traçabilité, euh, pas de combustibles fossiles. Nous soutenons la transition énergétique, mais sans exploitation minière dans les territoires autochtones et des communautés locales. C'est vraiment très important parce que c'est la tendance que nous avons observée déjà et c'est déjà démontré dans certaines initiatives euh, où il y a eu des législations qui ont été modifiées pour miner sur les terres autochtones. Au Brésil, ce n'est pas autorisé de façon constitutionnellement, mais c'est une menace à laquelle nous faisons face. Il faut aussi protéger les défenseurs et leur mode de vie, car ce sont eux, si les territoires sont les zones clés ou les endroits clés pour lutter contre le réchauffement climatique, ils sont là aussi grâce aux défenseurs, grâce aux gens, aux personnes qui vivent sur ces territoires. Donc c'est important de considérer la perspective des individus et les modes de vie traditionnels des communautés sur leur territoire. Donc, ce sont les 5 demandes dans notre campagne. Et voilà notre calendrier de mobilisation globale. L'idée, c'est vraiment de monter en puissance dans les prochains semestres pour que quand nous arrivions à la COP 30, nous voulons vraiment faire un retour vers la COP des peuples. Nous voulons avoir une manifestation populaire très forte et nous pouvons faire cela seulement si nous sommes unis et si nous faisons des mobilisations ensemble, coordonnées dans le prochain semestre. Donc voilà notre calendrier d'événements pour la mobilisation globale. Le 18 juillet, la date est encore à confirmer. Nous allons avoir la Climate Week de Belém. Le 27 août aussi, nous allons avoir le Climate Week de Rio. En septembre, le 21, plusieurs organisations feront une manifestation globale entre le 19 et le 21 septembre. Et l'idée, c'est de faire l'appel pour une marche globale le 21 septembre. En octobre, comme l'a dit Philippa, il y a aussi la pré-COP officielle. Cette année, la pré-COP aura lieu entre octobre 13 et 14 et nous voulons faire une énorme manifestation le premier jour de la pré-COP, y compris une marche autochtone à Brasilia. Et finalement, en novembre, on, s- on pense que toute la COP, tous les jours, seront focalisés sur nos manifestations, nos mobilisations, nos demandes, mais spécifiquement, nous aurons à Belém la marche globale des peuples qui aura lieu le 15 novembre. Donc voici les dates pour les mobilisations, les jours de mobilisation globaux, mais aussi comme la campagne est globale et elle est à vous tous, et vous pouvez voir dans le message que j'ai partagé, vous êtes invités à faire plus de mobilisation, vous aussi, organisée à votre niveau national, territorial. Vous pouvez avoir accès au site de notre campagne. Nous n'avons toujours pas notre calendrier là sur le site ni les matériaux de mobilisation, mais ça sera mis à jour à la fin du mois et vous pouvez accéder à toutes ces pancartes que nous avons créées. Vous pouvez les imprimer et les avoir comme vous avez vu, en français, en espagnol, en toutes les langues. Vous pouvez donc les imprimer, les emmener à votre manif et créer les vôtres et faire partie de cette mobilisation. Voici donc le site de la campagne. Comme je l'ai dit, il va être mis à jour dans pas très longtemps. À l'heure actuelle, il n'y aura pas énormément d'informations dessus, mais d'ici la fin du mois, il sera complété. Vous pouvez nous contacter bien sûr sur cette adresse mail
Et vous pouvez aussi commencer à utiliser les hashtags de la campagne qui sont ici dans les 5 langues officielles de la campagne. Et ici aussi, vous avez un lien où vous pouvez trouver les posters que j'ai partagés dans la présentation, dans les 5 langues. OK. Donc ça, c'était par rapport à notre campagne globale. Nous espérons que beaucoup d'organisations vont rejoindre cette initiative pour faire partie de cette mobilisation globale. Maintenant, je vais partager un peu plus sur les espaces spécifiques pour la participation autochtone à la COP 30. Donc, nous avons le Sommet des peuples. C'est donc une coalition internationale qui a été créée par le mouvement social Brésil. Et maintenant, c'est une coalition internationale de plus de 500 mouvements sociaux et d'organisations de société civile qui, qui sont réunis en 2023 pendant le sommet d'Amazonie à Belém. Et on savait déjà à cette époque que Brésil allait être l'hôte de la COP 30 cette année. Donc, cette coalition a été créée pour coordonner entre les organisations pour avoir une participation significative, unie à travers les mouvements sociaux à la COP 30. Et les demandes principales sont la justice globale climatique, protection des droits humains, la transition énergétique qui ne met pas le fardeau sur les plus vulnérables et la reconnaissance de l'agroécologie comme une alternative viable. Nous avons des organisations autochtones qui sont membres du People Summit, comme APIP, COIAB, qui est l'organisation autochtone du Brésil pour la région amazoniaque, et l'OPIAC, qui est l'organisation autochtone de la Colombie pour la région amazonienne. En total, y compris les mouvements sociaux, les délégations autochtones, on s'attend à au moins 15 000 participants à Belém, mais pour la première semaine de COP seulement. Voici les dates pour le sommet des peuples, ce qui s'ouvrira le 12 novembre. Le 13-14, nous aurons des plénaires thématiques. Ensuite, la marche globale des peuples que j'ai mentionné avant, le 15 mars. Et finalement, la plénière de clôture le 16. Et ici, vous pouvez trouver le site, le mail de contact, la page Instagram pour le sommet des peuples. Nous aurons les communautés locales et d'autres segments. Nous aurons également une COP destinée aux peuples autochtones qui sera complémentaire au sommet des peuples. La date, c'est du 12 au 16. Les délégations, nous attendons près de 3 à 5 000 peuples autochtones venus de par le monde. Il y a plusieurs contraintes en raison de la logistique et de la CCNUCC qui entend réduire la participation dans la zone bleue. Nous n'aurons pas les 15 000 personnes qui viendront du sommet des peuples, mais juste 3 à 5 000 personnes. Mais les leaders seront là et ils auront un espace pour faire les propositions, pour mutualiser les expériences et faire entendre leurs demandes. Donc, c'est vraiment l'idée de la COP des peuples autochtones. Nous travaillons également avec l'Alliance globale pour donc, nous voulons avoir un jour pour les contributions annoncées en faveur des peuples autochtones afin que les mécanismes relatifs aux affaires autochtones pourront faire des annonces et des promesses de dons. Donc, voilà ce que nous avons sur l'ordre du jour de la COP autochtone. Nous avons également le Maloka autochtone. C'est un programme qui se déroulera lors de la COP des Autochtones. Nous avons également un pavillon autochtone au niveau de la zone bleue. Donc, c'est un espace de référence pour les peuples autochtones au niveau des locaux de la COP. Notre demande, c'est généralement,
Il est important qu'on ait un espace vraiment, mais généralement, c'est plus petit. Donc, nous demandons une meilleure position au niveau de la zone bleue. Donc, les appels à proposition, il y a une présentation, une proposition de la part du gouvernement brésilien. Donc, j'ai l'impression que ce sera ouvert à partir d'août, du mois d'août. Normalement, ça devrait commencer en début juillet. Donc, cette date n'est pas exacte, mais pour les besoins de la présente présentation, je crois que cette date pourrait être mise à jour après la réunion avec le gouvernement brésilien. Il y a plusieurs processus pour pouvoir envoyer les propositions d'événements, notamment dans la zone bleue. Donc, je ne sais pas pour le pavillon autochtone, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, quels seront les délais, quelles seront les dates de soumission. Donc, ici, vous pouvez utiliser cette carte pour voir les espaces, voilà, les locaux officiels de la COP30, comme Philippe l'a l'a dit. Ici, on aura le sommet des peuples, on aura l'Université fédérale de l'État de Pará. Et ici, il y aura une école d'application, université. Ce sera le grand, le lieu d'hébergement des populations autochtones. Ok, donc, près de 3000 personnes seront hébergées à cet endroit. Donc, ici, de campagne, également d'hébergement des populations autochtones. Nous avons au moins deux commissions, la Commission internationale pour les peuples autochtones et les afrodescendants. Je ne sais pas si cette commission sera séparée en deux, un pour les communautés locales et un pour les afrodescendants. Peut-être qu'ils seront ensemble, mais aussi il y a la Commission internationale pour les peuples autochtones. Donc le mandat de cette commission, c'est pour améliorer le dialogue entre les mouvements sociaux avec la présidence de la COP30 et au-delà de l'agenda de négociation, avec l'agenda d'action pour la COP30, la logistique, par exemple. Cette commission est responsable d'obtenir les crédentiels, les 1000 crédentiels pour les peuples autochtones au Brésil, 500 pour les autochtones brésiliens et 500 pour les autres autochtones à niveau global. On n'est pas encore sûr, on a beaucoup de défis, hein, bien sûr, par rapport à ces objectifs, mais ça, c'est le rôle de la commission, c'est de représenter nos demandes au sein du gouvernement brésilien et de la présidence de la COP30. Ici, nous avons les membres de cette commission. Donc, ce n'est pas seulement les ministères, Sonia Guajajara, qui est présidente de la commission, mais aussi les membres de la commission. Il y a
certaines régions du caucus autochtone, Asie, Afrique, l'Amérique latine, le Forum sur les problématiques autochtones, l'Alliance globale, la PIB, le COIAB, ANMIGA, c'est l'Organisation nationale des femmes autochtones, le G9, c'est donc les organisations du bassin amazonien avec les 9 organisations autochtones du bassin amazonien, IPRI aussi, et le secrétariat général de la présidence de la République. Maintenant, à cause du fait que la COP aura lieu au Brésil, nous avons plus de représentation des représentations autochtones du Brésil au-delà de l'Agence globale, du caucus et du forum global, mais on espère que pour les prochaines COP, les organisations brésiliennes sortiront de la commission et des organisations autochtones australiennes les remplaceront. Donc, cette commission aura sa prochaine réunion à Bonn, en Suisse, le 22 juin. Si vous êtes là, n'hésitez pas aussi à participer à cette réunion. Donc, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là. On a cette annexe par rapport aux parties preneurs clés du Brésil pour que vous sachiez qui est qui et qui est responsable de quoi. Et vous savez donc vers qui vous rapprochez si vous avez besoin de faire du plaidoyer ou de parler d'une problématique spécifique. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup, Karina. Vous avez partagé énormément d'informations euh, super avec nous. Les gens donc ont posé dans le chat comment ils font pour rester connectés, par exemple dans la COP autochtone, par rapport au campement, comment garantir un espace là-bas. Est-ce qu'il faut qu'ils suivent à PIP sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une liste, quelque chose comme ça? Comment est-ce que les gens peuvent obtenir des infos? Oui, bien sûr. Alors, notre site de campagne sera l'endroit le plus à jour avec toute l'information. Mais dans le slide, j'ai partagé nos mails et aussi nos réseaux euh, sociaux. Je vais les mettre dans le chat. Alors, si je vais retourner à mes dernières diapos, Axel, on a juste le temps pour des questions-réponses. Si vous vous sentez confiant pour poser des questions, on adorerait écouter votre voix. Je vais aussi mettre dans le chat un petit sondage pour un retour d'expérience, car nous adorerions écouter ce que vous pensez de ce genre de briefing et ce que vous pensez avoir appris et comment on pourrait s'améliorer pour la prochaine fois. Donc, je vais le mettre dans le chat. Voilà, c'est le lien vers le questionnaire. Alors, on a des demandes. Alors, la 5, la présentation de Karine sont dans les présentations que nous avons partagées avec vous dans le fichier Google qui a les 5 présentations dans les 5 langues différentes. Les slides de Karine euh, sont là. Donc, vous pouvez trouver toute l'information, les réseaux sociaux, les mails, les liens, tout est là. Je suis désolé. Pour l'instant, les slides sont encore en anglais. Je n'ai pas encore eu le temps de les traduire. Et je vais essayer de faire ça et mettre à jour les fichiers dans le Google Drive. Ça sera l'endroit où vous pouvez trouver les présentations, les transcripts et les autres matériaux de ce briefing. Donc, prenez un temps pour remplir notre sondage. Ça a été génial de voir toutes les conversations qui ont eu lieu dans le chat. J'espère que si vous avez des questions, qu'elles ont pu être répondues par mes collègues pendant l'appel. Et si vous voulez lever la main pour poser des questions maintenant, vous êtes bienvenus de le faire. Alors, Marie-Ange demande quelle est la relation avec Koika? Je pense que ça, c'est une question pour Karina avec Apit. Peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu. Car Brésil a cette complexité magique d'organisation de peuples autochtones.
Oui, alors COICA, c'est une des organisations membres de l'Alliance globale de territoires globaux. Et les 9 organisations autochtones du bassin amazonien sont organisées dans le G9 comme organisation climatique. Donc c'est pour ça que le G9 est un membre de l'organisation de la Commission des peuples autochtones. Et donc la représentante de la G9 dans cette commission, c'est l'OPIAC. Alors, il y avait une question dans la question-réponse de quelqu'un qui a demandé une clarification de ce qui se passe le 21 septembre au sujet des mobilisations. Alors, malheureusement, je ne peux pas trop partager à l'heure actuelle car je ne suis pas encore moi-même très à jour sur cette initiative globale, mais il y a des organisations partenaires qui organisent cette organisation globale entre 19 et 21 septembre. Et l'idée, c'est d'avoir des manifestations de rue euh, le 21 septembre sur le jour de clôture de cette mobilisation. Dès qu'on aura plus d'informations, bien sûr, on pourra partager ce calendrier de mobilisation et toutes ces informations liées dans le site de campagne. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser notre groupe chat WhatsApp pour partager des infos. Alors, je vais juste répondre à Natalia qui a demandé par rapport à présenter un sujet dans la zone verte. Alors, il faudra attendre jusqu'à ce que les applications soient ouvertes pour soumettre votre événement. Mais c'est une super idée de faire toute la planification en avance pour que votre organisation partenaire soit mise à jour et pour que vous sachiez où vous puissiez faire l'événement. Dans la zone verte, par exemple, il y a souvent des estrades, des scènes, il y a aussi des pavillons dont certaines différentes organisations vont être les hôtes. Par exemple, la Colombie aura peut-être un pavillon dans la zone verte, ils auront certainement un pavillon dans la zone bleue, et ça pourrait être bien de faire les événements dans les pavillons des États, car il y a un public assez naturel là. Le défi de la COP, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont lieu en simultané que c'est très difficile d'avoir un gros public pour un seul événement. Donc, juste garder ça en tête, car d'une façon ou d'une autre, vous pouvez peut-être avoir un événement physique, mais ce qui pourrait être plus important, ce serait d'étendre la main de façon virtuelle. Parfois, les événements de la zone verte sont en live stream, et donc ça peut être bien pour pouvoir atteindre un public plus large, et aussi de faire des campagnes de réseaux sociaux, une présence dans les réseaux sociaux autour de votre événement, car pour capturer l'attention des gens au milieu de la COP, c'est un gros défi. J'espère que ce n'est pas trop négatif ce que j'ai dit, mais et quelqu'un d'autre a demandé par rapport au site pour l'enregistrement de la COP 30. Il n'y a pas donc un enregistrement ouvert pour venir à la COP 30. Ce n'est pas un processus ouvert de cette sorte. Il faut passer à travers d'une organisation accréditée qui aura un certain nombre de badges alloués, qui leur est alloué, et donc vous passez à travers cette organisation. Donc il faut regarder la liste des organisations qui est accréditée et ils auront un certain nombre de badges chacun. L'autre voie, c'est de passer à travers vos gouvernements nationaux, car les partis, donc les gouvernements nationaux, ont le droit de prendre un certain nombre de personnes dans leur délégation à la COP. Et donc, c'est d'une certaine façon la source la plus flexible de badge, mais bon, c'est pas toujours réaliste car vous n'avez peut-être pas ce genre de contact, de zone d'entrée dans votre gouvernement, où ça peut même parfois être dangereux de construire ces liens en fonction de votre situation personnelle. Donc voilà, comme je disais, c'est une des sources les plus flexibles de badge pour la zone bleue. Et par rapport à l'heure actuelle, les organisations ne savent pas combien de badges ils ont.
Nous sommes à 6 mois de la COP et les organisations ne sauront pas pendant encore plusieurs mois combien de badges leur seront alloués. Qui dans leur organisation pourront venir et participer à l'événement et s'ils auront des badges en plus. Et donc, comme je vous disais, la voie la plus flexible, c'est vraiment de passer via les gouvernements directement. Et donc, je regarderai les liens d'organisations accréditées et, et je vais l'inclure dans les ressources et le mettre à jour dans la présentation, si je ne peux pas la trouver tout de suite. Alors, le nom des délégués, ça dépend vraiment de la voie par laquelle vous passez. Vous pouvez obtenir des badges plus tard que ça, bien sûr, mais il faut vraiment avoir une voix à travers une organisation qui a des badges qui leur sont alloués. Les noms ensuite peuvent être changés un peu au dernier moment. C'est pour répondre à la question de Tom. Alors, il y aura aussi le Nicaragua, le Honduras, qui sont des organisations accréditées, certainement. Et il y aura des représentants autochtones du Nicaragua qui ont des rôles importants à jouer au sein de la COP. Et donc, vous pouvez aussi les contacter. Je peux mettre des noms dans le chat. Il y aura aussi un enregistrement de cet appel. Il y aura aussi l'audio en espagnol, en portugais, en français et en bahasa indonésien. Et nous donnerons un transcrit dans chaque langue, bien sûr. Et vous êtes la bienvenue. On adorerait que vous partagiez les slides à travers le lien du Google Drive qu'on partagera dans le chat. On va aussi vous envoyer par mail directement à tous avec ce lien pour que vous puissiez accéder à l'information d'aujourd'hui. Ok, merci à tous pour votre contribution au chat. Vous avez fait que ce webinaire était vraiment très actif. Et je veux remercier Karina de Hapib pour l'information détaillée, très importante qu'elle nous a fournie sur comment participer à la COP30. Et même si vous n'êtes pas à Belém et que vous n'êtes pas au Brésil, il y a plein de façons de participer et d'amplifier la campagne The Answer is Us pour que vos contributions soient présentes. Donc, ne vous sentez pas exclus si vous ne pouvez pas aller au Brésil. Euh, si nous allons avoir un mouvement global de personnes, on ne va pas tous être au même endroit au même moment. Il n'y a pas de souci. Et je veux aussi remercier mes collègues Lina et Paola et Julia et à toute l'équipe de Tinta, à nos interprètes incroyables qui ont rendu ce webinaire accessible dans d'autres langues et aussi toute l'équipe qui travaille derrière les rideaux, qui soutiennent le webinaire avec leur logistique. Merci à tous. Donc, vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp. Je crois que nous l'avons mis dans le chat. C'est aussi dans les présentations. Si vous voulez connaître nos autres briefings, on va parler des minéraux de transition et de la transition énergétique plus tard cette année.
et on fera un autre briefing, les quelques jours avant, ou les quelques semaines avant la COP30. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre groupe WhatsApp. Vous le voyez ici sous newsletter et groupe que Axel vient de partager. Et donc, voilà, nous espérons pouvoir rester en contact avec vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou des choses que vous voulez savoir que nous n'avons pas couvert aujourd'hui avec le webinaire. Merci et au revoir à tous.